Bonjour et bienvenue sur Medscape. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des quelques études sur lesquelles j'ai eu des coups de cœur lors du congrès Heart Rhythm qui s'est passé à San Francisco du 29 avril au 1er mai. Alors, j'ai quelques études intéressantes. Je vais essayer d'en parler brièvement. La première étude, qui est finalement de dire que les rythmologues ne sont pas là uniquement pour réaliser des ablations ou de poser des stimulateurs ou des défibrillateurs cardiaques, c'est une étude qui s'intéresse à finalement la prévention. Et n'y a-t-il pas mieux de prévention que finalement de prévenir la survenue des troubles conductifs, notamment chez les hypertendus. Les données ici étaient tirées d'études SPRINT, la fameuse étude SPRINT qui avait été publiée dans New England en 2015. Et là, au cours du suivi dans leur étude SPRINT, ils avaient prévu de suivre la survenue, le suivi des ECG pendant 5 ans et la survenue des troubles conductifs, gauche ou droit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils retrouvent finalement dans le groupe traitement intensif d'hypertension artérielle, moins de troubles conductifs gauche, c'est-à-dire hémibloc ou de branche gauche ou troubles conductifs indéterminés, alors qu'il n'y a pas de différence sur les blocs droits. Donc l'idée serait que finalement mieux traiter l'hypertension artérielle permettait de mieux avoir un effet au niveau cardiaque en termes de stretch sur les myocytes et peut-être sur les voies de conduction, et possiblement finalement cet effet préventif. Donc intéressant, puisque finalement ça donne un éclairage un peu différent sur la manière dont on voit les choses actuellement. Deuxième étude, c'est un gros coup de cœur, c'est une petite étude randomisée qui s'intéresse au syndrome de Brugada et à la modification du substrat. Vous savez que finalement, ça avait déjà été présenté, publié plusieurs fois, qu'il était possible de réaliser des ablations en épicardique à ces patients qui ont un syndrome de Brugada, et que finalement cette ablation permettrait de réduire finalement même de faire disparaître l'aspect typique que vous connaissez de vous, c'est un syndrome de Brugada. Alors ce qui est intéressant ici, c'est l'équipe de Milan. Ils randomisent des patients qui ont un syndrome de Brugada, qui sont en prévention secondaire, soit parce qu'ils ont fait une mort subite récupérée, soit parce que ils ont eu des chocs appropriés par leur défibrillateur. 12, ils sont dans un groupe défibrillateur seul et 20 sont dans le groupe défibrillateur plus ablation en épicardique. Et finalement, ils font une carte en épicardique. Ils vont aller déterminer les zones où se trouvent les potentiels tardifs et ils vont aller nettoyer cette zone de potentiel tardif qui se trouve en général en antérieur. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont montré qu'il y avait largement une diminution très importante de récidive de troubles du rythme ventriculaire, et voire même on avait les cas qui ont été présentés sont ceux des cas où on voyait que le patient ne récidivait pas de troubles du rythme, mais en plus pouvait quasiment avoir une normalisation de son ECG, y compris sous âge maligne, donc un effet peut-être physiopathologique sur la maladie, sur son substrat, qui paraît intéressante. Alors attention, c'est quand même des ablations épicardiques, c'est pas dénué du risque. Il y a eu 2 patients qui ont eu des épanchements péricardiques, dont un qui a nécessité d'être opéré. Autre coup de cœur intéressant, qui est finalement une étude qui s'est intéressée à mettre des holters implantables à des patients qui ont fait des AVC, mais qui n'étaient pas dits des AVC cryptogéniques. Finalement, c'est des AVC pour qui on avait une cause, notamment une sténose des troncs supraortiques ou une maladie des petits vaisseaux. Eh bien, lorsqu'on randomisait les patients entre des monitorings réguliers de l'ECG et des monitorings continus par un moniteur cardiaque implantable, eh bien, les patients du groupe moniteur cardiaque implantable avaient 4 fois plus de diagnostics de fibrillation atriale que les patients qui n'avaient pas eu de moniteur cardiaque implantable. Et puis, au cours de ce congrès, on s'est intéressé à 2 autres thèmes. D'une part, l'ablation de l'AFA en ambulatoire, mais je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais on pourra en faire une vidéo à part dans un second temps. Et deuxième élément que je trouve intéressant, c'est toutes les études qui s'intéressent à la stimulation physiologique, c'est-à-dire soit du faisceau de His, soit la stimulation de branche gauche. Et notamment, une étude qui a été présentée le premier jour, qui s'est intéressée finalement, alors c'est pas une étude randomisée, c'est des patients qui avaient une indication de resynchronisation. Et au choix de l'opérateur, il pouvait avoir soit une stimulation, une resynchronisation classique, soit une stimulation de branche gauche ou stimulation hissienne. Ce qui est intéressant sur le critère primaire qui était mortalité et hospitalisation pour insuffisance cardiaque, il y en avait significativement moins dans le groupe stimulation physiologique que dans le groupe resynchronisation.
Donc bien entendu, ce n'est pas une étude randomisée, ça ouvre le besoin pour des études randomisées pour valider finalement l'intérêt de cette technique. En tout cas, je pense que déjà on peut bien entendu la proposer comme alternative à la resynchronisation pour les patients qui ont une indication, lorsque par exemple il y a un échec de pose de la sonde ventriculaire gauche qui arrive environ dans 5% des cas. Impossible de résumer tout un congrès en 5 minutes, mais j'ai essayé de vous passer ici quelques messages clés du congrès. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour une autre occasion sur Medscape. À bientôt.